La bougie vacillait entre nous, ou plutôt entre moi et la chaise vide où ma femme aurait dû être assise. Chez Martello, rien n'avait changé en 6 ans. Même nappe blanche, même musique de jazz douce en fond, même banquette d'angle où je m'étais mis à genoux pour demander Lorraine en mariage. Le serveur rôdait autour de moi depuis 20 minutes maintenant, remplissant mon verre d'eau avec une gêne croissante. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. 19h23, notre réservation était pour 19h pile. Monsieur, souhaitez-vous commander une entrée en attendant, demanda le serveur, avec un sourire de façade, mais je captais de la pitié dans ses yeux. Il avait déjà vu ça. Des maris abandonnés lors de dîners d'anniversaire, des anniversaires oubliés, des promesses brisées sur des tables éclairées à la bougie. Juste un whisky, ai-je répondu, sec. Le liquide ambré m'a brûlé la gorge en descendant, mais ce n'était rien comparé au feu qui montait dans ma poitrine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé, « Où es-tu » La réservation était pour 19h. Envoyé. La coche bleue est apparue instantanément. Message distribué. Pas de réponse. Je me suis surpris à repenser à notre rencontre, il y a 8 ans, à la pendaison de crémaillère de Sarah. Lorraine riait à une remarque de son amie, la tête en arrière, ses cheveux au burn accrochant la lumière. Elle portait cette robe émeraude qui épousait parfaitement ses formes. Quand nos regards se sont croisés à travers la pièce, tout le reste s'est effacé. Nous avons passé 3 heures à parler de voyage, de nourriture, de livres. Elle avait parcouru l'Europe sac au dos après l'université. J'avais passé 1 mois en Asie du Sud-Est. Nous avons tissé des liens autour de notre obsession commune pour les véritables pâtes à la carbonara et notre rêve partagé de voir les aurores boréales. Notre premier rendez-vous a duré 14 heures. Le café s'est transformé en déjeuner, le déjeuner en visite de musée, le musée en dîner, le dîner en verre, et les verres en promenade dans la ville jusqu'au lever du soleil. Au bout du 3e mois, elle avait un tiroir chez moi. Au bout de 6 mois, nous parlions de bagues. La demande en mariage fut parfaite. Juste ici, chez Martello, son restaurant préféré. J'avais caché la bague dans son tiramisu, un cliché, mais Lorraine adorait les gestes romantiques. Oui. Oui, bien sûr. Elle avait pleuré ce soir-là, les larmes coulant sur son visage tandis que tout le restaurant applaudissait. Le propriétaire avait fait envoyer du champagne. Nous étions en or, intouchables, invincibles. Notre mariage a été tout ce dont nous rêvions. Une cérémonie en plein air dans les jardins botaniques. Des vœux au coucher du soleil, Lorraine dans une robe blanche fluide qui m'a coupé le souffle. La lune de miel à Santorin a été de la pure magie. Aux azurs, bâtiments blanchis à la chaux, faire l'amour sur des terrasses surplombant la Méditerranée. Pendant 4 ans, nous avons été ce couple que tout le monde enviait lors des dîners mondains. Nous avions de bons emplois, moi comme consultant financier chez Meridian Investissement, Lorraine comme coordinatrice de projet dans une agence de marketing en centre-ville. Chaque mois de janvier, nous planifions nos grandes vacances. Le Costa Rica pour la tyrolienne et les forêts tropicales, Barcelone pour l'architecture et les tapas. Nous parlions constamment de quitter notre modeste maison de 2 chambres pour quelque chose avec un jardin pour les enfants. Je veux attendre de devenir coordinatrice principale, disait Lorraine. Plus d'argent, de meilleurs avantages pour quand nous aurons des bébés. C'est logique, convenais-je toujours. Tout semblait juste, parfaitement chronométré, magnifiquement planifié. Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Lorraine a commencé à travailler plus tard, pas seulement pour des échéances occasionnelles, mais 2, 3 soirs par semaine. L'intimité s'est tarie, pas seulement cela, mais les petites attentions qui faisaient de nous. Plus de baisers matinaux pendant qu'elle se préparait pour le travail. Plus de câlins contre moi pendant nos marathons Netflix. Quand j'essayais d'en parler, elle mettait ça sur le compte du stress au travail. L'entreprise est en pleine expansion, disait-elle d'un ton désinvolte. Nouveaux clients, échéance importante. Tu sais ce que c'est. Je voulais la croire. J'avais besoin de la croire. Mon téléphone a vibré. Enfin, tellement désolé, bébé. Coincé au bureau. Présentation majeure pour un client demain. On peut reprogrammer. J'ai fixé le message. L'emoji m'a fait l'effet d'une gifle, une gaieté forcée collée sur un mensonge. Quelque chose dans ma poitrine s'est durci, s'est cristallisé en une froide certitude. J'ai fait signe au serveur, j'ai annulé nos plats, payé mon whisky et je suis parti. Sur le parking,
assis dans ma voiture, j'ai ouvert le site web de l'entreprise de Lorraine. J'ai parcouru le répertoire du personnel, faisant défiler jusqu'à ce que je trouve son patron, Greg Holloway, 41 ans, directeur du marketing, marié. Sur la photo, son sourire était trop éclatant, trop confiant, trop familier. J'ai démarré le moteur. Sur le trajet du retour, une pensée s'est insinuée dans mon esprit comme un parasite. Et si elle n'était pas du tout au bureau? Quand je suis rentré chez moi à 22h47, la maison était plongée dans l'obscurité. La voiture de Lorraine n'était pas dans l'allée. Elle n'est rentrée qu'à minuit 23, et quand elle l'a fait, son chemisier était mal boutonné. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit vide, avec le bruit de l'eau qui coulait. Lorraine était déjà sous la douche, ce qui était inhabituel pour elle. D'habitude, elle appuyait 3 fois sur le bouton snooze de son réveil et se dépêchait de se préparer. Je suis resté allongé là, à analyser chaque détail de la nuit précédente. Quand elle était finalement rentrée à minuit 23, elle m'avait embrassé sur le front. J'avais fait semblant de dormir et elle avait chuchoté « Désolé, bébé ». Mais son parfum était différent. Pas l'odeur de vanille et de jasmin que je lui avais acheté pour Noël. Celle-ci était plus lourde, plus musquée, masculine. Les 3 semaines suivantes sont devenues une leçon magistrale de décomposition conjugale, chaque semaine pire que la précédente. La première semaine a failli me briser. Mercredi soir, après un dîner où nous nous étions à peine parlé, j'ai tendu la main vers Lorraine dans le lit. Pas de façon agressive, juste cette touche douce qui menait autrefois au rire et au drap emmêlé. Elle s'est raidie comme si je l'avais électrocutée. Je suis épuisé, Nathan. S'il te plaît, a-t-elle dit sans me regarder. Le rejet m'a frappé comme un coup physique. J'ai retiré ma main, le cœur battant à tout rompre. Jeudi, désespéré de sauver quelque chose, j'ai suggéré une escapade pour le week-end. Juste nous deux. Pas de travail, pas de stress. Peut-être ce bed and breakfast dans la région des vins que tu adorais, ai-je proposé avec espoir. Ses yeux n'ont pas croisé les miens. Je ne peux pas. Nous avons une énorme présentation lundi prochain. On est jeudi. La présentation est lundi. On pourrait partir vendredi après-midi et revenir dimanche. Nathan, non, m'a-t-elle interrompu sèchement. Je dois me préparer. C'est important pour ma carrière. Sa carrière. Quand était-elle devenue plus importante que nous? Deuxième semaine, les soirées tardives se sont intensifiées. Lundi, mardi, jeudi. Elle est rentrée après 23 heures à chaque fois, épuisée et distante. Mardi soir, quelque chose a craqué. À 21h30, j'ai appelé son bureau, les mains tremblantes. Méridian Marketing, ici Jennifer, a répondu une voix enjouée. Bonjour, j'essaie de joindre Lorraine Brox. Je suis son mari, ai-je dit prudemment. Oh, tout le monde est parti à 18h30 aujourd'hui, monsieur. Le bureau est fermé, m'a-t-elle répondu d'un ton pragmatique. Mon estomac s'est noué. Êtes-vous sûr? Peut-être qu'elle est dans une salle de conférence? Non, monsieur. Je verrouille tout moi-même. Le bâtiment est vide depuis des heures, a-t-elle confirmé. Quand Lorraine est rentrée à 23h15, je l'attendais dans la cuisine. Comment s'est passé le bureau, ai-je demandé nonchalamment. Elle n'a pas hésité. Le mensonge a glissé de sa langue comme de la soie. Fou. On y était jusqu'à l'instant. Greg nous a fait revoir le compte client jusqu'à ce qu'on ne puisse presque plus voir clair. Greg. Elle n'avait jamais mentionné travailler directement avec Greg auparavant. J'ai commencé à vérifier des choses, de petites choses d'abord. Le compteur kilométrique de sa voiture affichait 47 miles supplémentaires un jour, alors que son bureau n'était qu'à 12 miles. Son téléphone, autrefois un livre ouvert entre nous, exigeait soudainement un code d'accès. Le plus accablant a été le reçu qui est tombé de la poche de sa veste pendant que je l'accrochais. Le restaurant de l'hôtel Méridien. Jeudi dernier, 20h47. Elle m'avait dit qu'elle travaillait tard ce soir-là. 3e semaine. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, un détective dans mon propre mariage. Mercredi à 19h, je suis passé en voiture devant son bureau. Sa voiture n'était pas là. Mon pouls battait la chamade pendant que je tournais en centre-ville, une part malade de moi espérant que je me trompais, que j'allais finalement trouver sa voiture au bureau. Je l'ai trouvée à l'hôtel Méridien.
Je me suis garé de l'autre côté de la rue, les mains agrippées au volant. Ces 45 minutes m'ont paru des heures. Puis Lorraine est sortie avec un homme dans un costume cher, Greg Holloway, exactement tel qu'il apparaissait sur les photos de l'entreprise. Ils ne se touchaient pas, mais tout dans leur langage corporel criait à l'intimité. Sa main flottait près du bas de son dos pendant qu'il marchait. Elle a jeté sa tête en arrière en riant à quelque chose qu'il a dit, ce même rire qui m'avait captivé 8 ans plus tôt. Je suis rentré chez moi dans un brouillard, je me suis servi un scotch et j'ai pris une décision. Vendredi soir, Lorraine a initié l'intimité pour la première fois depuis des mois. Elle était agressive, presque désespérée, comme si elle essayait d'effacer quelque chose. Mon esprit s'emballait. Culpabilité? Dissimulation? Je me suis figé, je me suis éloigné. Je ne me sens pas bien, ai-je dit froidement. Elle a eu l'air sincèrement surprise, puis blessée. Oh, d'accord. Je me suis retourné, le cœur battant. Cette pensée me brûlait de l'intérieur. Je ne te toucherai pas tant que je ne saurai pas où tu es allé et ce que tu as fait. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché, détective privé preuve infidélité près de chez moi. Le premier résultat a été Raymond Cross Investigation. J'ai fixé le numéro de téléphone, le doigt suspendu, puis j'ai composé le numéro. Le bureau de Raymond Cross occupait le 2e étage d'une galerie marchande entre un service de préparation de déclaration de revenus et un salon de manucure. Pas de plaque sur la porte, juste un numéro. Le genre d'endroit que les gens visitaient quand leur vie s'effondrait. Raymond avait la cinquantaine, avec les yeux fatigués d'un ancien flic qui avait vu cette histoire se jouer 1 millier de fois. Son bureau était spartiate, bureau en métal, 2 chaises, des classeurs, et une cafetière qui avait l'air plus vieille que mon mariage. Je pense que ma femme a une liaison, ai-je dit, la voix creuse. Les mots me semblaient irréels en sortant de ma bouche. Il a sorti un bloc-notes jaune. Dites-moi tout. J'ai tout déballé, les soirées tardives, les mensonges, l'hôtel, Greg Holloway. Raymond prenait des notes en sténo, posant occasionnellement des questions de clarification. Pas de jugement, pas de compassion, juste les affaires. Quel est votre objectif ici, a-t-il demandé quand j'ai eu terminé. Certaines personnes veulent juste en avoir le cœur net. D'autres veulent des munitions. Je n'ai pas hésité. Je veux des preuves. Des preuves explicites et indéniables. Le genre de preuve qui anéantit complètement sa crédibilité. Raymond a hoché la tête lentement. Cela prendra du temps et de l'argent. La surveillance de base, des photos d'eux se rencontrant, entrant dans des hôtels, c'est simple. Mais si vous voulez une documentation de chambre à coucher, c'est considérablement plus difficile et coûteux. Sécurité des hôtels, loi sur la vie privée, défi technique. Je me fiche de ce que ça coûte, ai-je répondu fermement. J'ai besoin de tout. Compris. Donnez-moi 2 semaines, a-t-il dit en glissant un contrat sur le bureau. La provision était de $3,500. J'ai fait le chèque sans scier. Rentrer chez moi ce soir-là m'a fait l'effet de pénétrer en territoire ennemi. Lorraine était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Des pâtes Primavera, mes préférées. Cette domesticité semblait obscène. Salut bébé, je me suis dit que j'allais cuisiner ce soir, a-t-elle gazouillé en remuant la sauce. Elle souriait, affectueuse, l'épouse aimante que j'avais épousée. Je reconnaissais ça maintenant, un cycle de culpabilité. Après ces soirées tardives avec Greg, elle surcompensait par de soudains élans d'attention. Ça sent incroyablement bon, ai-je répondu, jouant parfaitement le jeu. J'ai complimenté le repas, je lui ai posé des questions sur sa journée au bureau, je l'ai embrassé pour lui souhaiter bonne nuit. La façade était épuisante, mais nécessaire. Je ne pouvais pas abattre mes cartes. Une semaine s'est écoulée comme si je marchais dans des sables mouvants. Raymond a envoyé un rapport préliminaire via un email crypté. C'est ce qu'a documenté de Lorraine retrouvant Greg à divers endroits. Des restaurants, des bars, 2 hôtels différents en centre-ville. Les photos étaient accablantes, mais pas explicites. Des baisers sur des parkings, la main de Greg dans le bas de son dos, Lorraine riant en renversant la tête en arrière de cette façon qui n'appartenait autrefois qu'à moi. J'ai tout transféré sur mon espace de stockage cloud, puis j'ai supprimé les fichiers de mon téléphone. La paranoïa me consumait. Vérifier mon historique de navigation, effacer mon journal d'appel, agir normalement pendant que mon monde s'effondrait en haute définition.
La deuxième semaine a failli me briser. Mercredi soir, Lorraine a de nouveau essayé d'initier l'intimité. J'étais pris au piège. Si je refusais trop souvent, elle saurait que quelque chose n'allait pas. J'ai cédé, mais c'était mécanique, creux, mon esprit s'emballant avec des images d'elle avec Greg. Après, elle s'est blottie contre moi. Je t'aime, a-t-elle chuchoté. J'ai fixé le plafond, silencieux. Les mots sont restés coincés dans ma gorge comme du verre brisé. Jour 12, Raymond a appelé. J'ai ce qu'il vous faut. Pouvez-vous me rencontrer demain, a-t-il demandé. À quelle heure, ai-je répondu immédiatement. Midi, venez seul. J'ai pris une longue pause déjeuner, les mains tremblantes pendant que je conduisais jusqu'à son bureau. Raymond m'a tendu une clé USB comme s'il me remettait des secrets d'État. Surveillance de l'hôtel de lundi soir. Ils étaient au Méridien. J'ai des plans extérieurs d'eux entrant, avec horodatage, mais aussi. Il a fait une pause. La fenêtre de la chambre d'hôtel donnait sur le parking à étage. J'ai pu obtenir une documentation claire à travers les voilages avec un téléobjectif. C'est explicite. Aucune ambiguïté. Mes mains tremblaient pendant qu'il insérait la clé dans son ordinateur portable. Les photos se sont chargées lentement. Chacune d'elles était un clou dans le cercueil de mon mariage. Lorraine et Greg nus dans un lit, des positions sans équivoque, leurs visages clairement visibles. Mon estomac s'est soulevé. Voir mes soupçons confirmés en couleur haute résolution, c'était différent que de l'imaginer. Il y a plus, a poursuivi Raymond. 6 rencontres distinctes documentées. Horodatage, lieu, reçu de carte de crédit que Greg a utilisé pour les chambres. C'est en béton. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai respiré profondément. Envoyez-moi tout. Fichier crypté, serveur sécurisé. Ce sera fait, a-t-il confirmé. Cet après-midi-là, j'ai contacté Margaret Sinclair, une avocate spécialisée en divorce qu'un collègue m'avait recommandé après son propre divorce brutal. J'ai transmis les preuves. Margaret a appelé dans l'heure. Monsieur Brox, cette documentation est accablante. Avec les lois sur le divorce pour faute dans cet état et des preuves aussi claires, vous conserverez tous les biens matrimoniaux. Elle n'aura absolument aucun moyen de pression, a-t-elle expliqué de manière professionnelle. Bien. Rédigez les papiers, mais ne les déposez pas encore. Je vous dirai quand et où les lui signifier, ai-je ordonné. C'est inhabituel. La plupart des clients veulent que ça se termine vite, a-t-elle fait remarquer. Je veux que ça se termine de manière stratégique, ai-je répondu froidement. Ce week-end-là, je suis allé faire des courses. J'ai acheté un grand coffret cadeau décoratif, un élégant papier cadeau, un ruban de soie et une douzaine de roses rouges. La caissière a souri. Quelqu'un n'est chanceux, a-t-elle dit joyeusement. Je lui ai rendu son sourire, sans rien dire. Le plan prenait forme. Le lundi matin est arrivé, gris et froid, correspondant parfaitement à mon humeur. Je me suis réveillé avant Lorraine, la regardant se préparer pour le travail avec un nouveau regard. Elle fredonnait vraiment en se maquillant avec un soin particulier. Grosse semaine, ai-je demandé nonchalamment en sirotant mon café comme un mari aimant. Ouais, on présente la campagne Hartmann aujourd'hui. Une affaire énorme pour l'entreprise, a-t-elle répondu avec enthousiasme. Elle a embrassé ma joue, ses lèvres douces et chaudes. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, ai-je dit, avec un goût de bile dans la bouche. Tu vas en avoir besoin. Après le départ de Lorraine, j'ai agi avec une précision militaire. J'ai ouvert les fichiers cryptés de Raymond et j'ai sélectionné chaque photo explicite. 47 images au total, documentant Lorraine et Greg lors de multiples rencontres à l'hôtel dans divers états de déshabillage et d'intimité. Chaque image était horodatée, géolocalisée, irréfutable. Je les ai envoyées à un service d'impression photo professionnel du centre-ville. Des tirages 20x 25 cm, finition brillante, retrait express. À 10 heures, je les avais en main. Je les ai étalés sur notre table de salle à manger, cette même table où nous avions planifié notre mariage, discuté des prénoms pour nos enfants, partagé d'innombrables repas en tant que couple heureux. Maintenant, elle affichait la galerie de sa trahison. Je me suis forcé à regarder chaque photo, laissant la colère se cristalliser en une froide détermination. La femme sur ces images n'était pas la Lorraine que j'avais épousée. C'était une étrangère qui vivait dans ma maison, dormait dans mon lit,
me mentait en face depuis 6 mois. J'ai disposé les photos avec soin dans le coffret cadeau décoratif, les plus explicites sur le dessus pour qu'elles débordent en premier à l'ouverture. La boîte était belle, du papier élégant, des coins parfaits, un ruban de soie noué avec un nœud précis. Elle avait l'air chère, attentionnée, romantique. À 13h, j'ai appelé Margaret Sinclair. Les papiers sont finalisés, ai-je demandé. Oui, prêt à être signifié, a-t-elle confirmé. J'ai besoin de votre huissier de justice. Aujourd'hui, 14h30. Lauren Brox chez Meridian Marketing, en centre-ville, 6e étage. Il doit livrer 3 choses dans cet ordre exact, un bouquet de roses rouges, un coffret cadeau et les papiers du divorce. Devant ses collègues. Margaret est restée silencieuse pendant un long moment. Monsieur Brox, c'est hautement théâtral. Êtes-vous certain? Totalement. Je veux que tout le monde dans ce bureau voie exactement qui elle est, ai-je répondu sans hésitation. Compris. Je vais briefer David Lawson. C'est notre huissier le plus professionnel. Mais Nathan, une fois que ce sera fait, on ne pourra plus faire machine arrière, a-t-elle prévenu. C'est le but, ai-je dit fermement. J'ai également rédigé 3 emails, programmés pour être envoyés à 14h35, soit 5 minutes après la livraison. Au service des ressources humaines de Meridian Marketing, objet, violation de la politique de l'entreprise, preuve ci-jointe, avec les 47 photos et la documentation de la liaison entre Lauren et Greg. Notant les horodatage pendant les heures de travail et l'utilisation abusive du temps de l'entreprise. À Michelle Holloway, la femme de Greg, objet, les activités de votre mari, avec la documentation photographique complète et les reçus d'hôtel. J'avais trouvé son email via le profil LinkedIn de Greg. À Robert et Karen Mitchell, les parents de Lauren, objet, vous devez savoir, avec une brève explication et 3 des photos les plus accablantes. À 14h15, j'étais assis dans ma voiture à 3 pâtés de maison de Meridian Marketing, les mains stables pour la première fois depuis des semaines. Mon téléphone a vibré. SMS de David Lawson, en position. J'y vais dans 15 minutes. J'ai imaginé la scène. Lauren à son bureau, entourée de collègues, probablement en train de revoir les derniers détails de la présentation pour la campagne Hartmann. Le bureau bourdonnant de l'énergie du lundi, des tasses de café et des claviers, le rythme confortable de la productivité en entreprise. David entrant, professionnel et poli, portant des roses et un coffret cadeau magnifiquement emballé. Livraison pour Lauren Brox, annoncerait-il. Le bureau deviendrait silencieux. Qui n'aime pas recevoir des fleurs au travail? Lauren serait confuse, mais ravie, supposant peut-être que j'essayais de me rattraper pour ma récente distance. Elle ouvrirait la carte en premier. Pour ma femme adorée, tout ton dur labeur mérite d'être reconnu. Avec amour, Nathan. Puis la boîte, le ruban qui tombe, l'élégant papier qui bruisse. Le couvercle se soulevant. Vers 14h30. Mon téléphone a vibré avec un message de David. Colis livré. Le sujet a ouvert la boîte devant environ 15 à 20 collègues. Réaction significative. Papier signifié immédiatement après. Je suis sorti. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément. C'était fait. 14h35, les emails programmés sont partis automatiquement. Mon téléphone est resté silencieux. J'avais bloqué le numéro de Lauren, mais j'imaginais le chaos. Les RH convoquant des réunions d'urgence, Michelle Holloway ouvrant cet email et regardant son monde s'effondrer. Les parents de Lauren fixant leur téléphone avec horreur. 16h07. Je suis rentré chez moi lentement en voiture, savourant ces derniers instants de calme. J'avais déjà changé les serrures. De nouveaux verrous installés le dimanche soir pendant que Lauren était au bureau avec Greg. Je lui avais dit que je rendais visite à mon frère. À l'intérieur, j'ai méthodiquement retiré chaque photo de Lauren des murs. 8 années de souvenirs sont allées dans des boîtes en carton. Notre fête de fiançailles, le mariage, les selfies de la lune de miel, les dîners d'anniversaire. J'ai emballé ces vêtements dans des sacs poubelles et je les ai empilés dans le garage. J'ai changé les mots de passe bancaire, contacté la société de crédit immobilier pour supprimer son accès, et sécuriser tous les documents importants. À 16h23, par la fenêtre, j'ai vu la voiture de Lauren s'arrêter en crissant dans l'allée. Elle a couru jusqu'à la porte, clé en main. Ça n'a pas marché. Elle a réessayé, la panique montant, puis elle a tambouriné contre la porte.
Nathan. Nathan, ouvre la porte. Hurla-t-elle désespérément. Je me suis approché de la fenêtre, j'ai tiré le rideau. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. Son visage était ravagé. Le mascara coulait, les yeux gonflés, désespéré et fou. Nathan, s'il te plaît. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, supplia-t-elle, la voix brisée. Ma voix était froide, étouffée par la vitre. Une erreur? Tu as couché avec ton patron pendant 6 mois. Ce n'est pas une erreur, Lorraine. C'est un choix. Tu l'as choisi, lui, chaque soir où tu m'as menti. S'il te plaît. Je vais y mettre fin. Je vais démissionner. Laisse-moi juste t'expliquer, supplia-t-elle frénétiquement. Explique aux ressources humaines. Explique à la femme de Greg. Explique à tes parents. Ils ont tous reçu les photos, Lorraine. Toutes les 47. Ai-je répondu sans émotion. Les jambes de Lorraine se sont dérobées. Elle s'est effondrée sur le porche en sanglotant. Oh, et Lorraine, bonne chance pour trouver un nouveau travail. Je me suis assuré que tout le monde sache qui tu es vraiment, ai-je ajouté avant de refermer le rideau. Je me suis éloigné. Derrière moi, les cris de Lorraine étaient étouffés par la nouvelle porte isolée. Pendant que je me servais un scotch, mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. Un SMS. Ici Karen Mitchell. Ce que vous avez fait à ma fille est impardonnable. Nous arrivons. J'ai bloqué le numéro. 30 minutes plus tard, une voiture s'est garée dans mon allée. Karen et Robert Mitchell sont arrivés à 17h47 dans leur Honda Accord argenté, la même voiture qu'ils avaient conduite jusqu'au dîner de répétition de notre mariage, 4 ans plus tôt. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'ils aidaient leur fille en sanglots à monter dans leur voiture. Lorraine les suppliait encore de la ramener vers moi, de l'aider à réparer tout ça. Le visage de Karen était de marbre. Je n'ai pas ouvert la porte. Je les ai simplement regardés partir. Plus tard dans la soirée, Margaret Sinclair a appelé avec des mises à jour qui ressemblaient à des rapports de champ de bataille. Nathan, l'email au RH a eu un effet immédiat. J'entends par les canaux professionnels que Lorraine et Greg ont été suspendus en attendant les conclusions de l'enquête. L'entreprise est furieuse. Apparemment, ils utilisaient les ressources de l'entreprise. Se rencontraient pendant les heures de travail, et facturaient même certaines chambres d'hôtel sur des cartes d'entreprise sous prétexte de divertissement de clients, a-t-elle rapporté. Bien, ai-je répondu. Il y a plus. L'avocat de Michelle Holloway a contacté notre cabinet. Elle demande le divorce et a tenu à vous remercier particulièrement pour les preuves. Apparemment. Elle se doutait de quelque chose depuis des mois mais n'avait jamais eu de preuves. Elle va demander la garde exclusive et une pension alimentaire maximale, a-t-elle poursuivi. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement un soulagement épuisé. Et pour Lorraine? Elle a essayé d'appeler mon cabinet 14 fois depuis 15 heures. J'ai donné pour instruction au personnel de ne pas prendre ses appels. Elle n'a aucun terrain juridique sur lequel s'appuyer. Les preuves sont irréfutables. Si elle conteste quoi que ce soit, nous allons au tribunal et ces photos deviendront du domaine public. Elle ne risquera pas un tel niveau d'exposition, a expliqué Margaret. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Robert Mitchell appelait depuis un autre numéro que je n'avais pas encore bloqué. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Nathan, sa voix était brisée, il avait vieilli de 10 ans en un jour. Je t'appelle pour m'excuser. Robert, ai-je commencé. Laisse-moi finir, m'a-t-il interrompu. Nous sommes rentrés à la maison après avoir récupéré Lorraine. Elle a essayé d'expliquer, de minimiser la chose. Ce n'était que quelques fois. Ça ne voulait rien dire. Nathan réagit de manière disproportionnée. Mais ensuite, ton email est arrivé, sa voix s'est brisée. Toutes ces photos. Nous avons vu les horodatage, 6 mois de mensonges, 6 mois à trahir l'homme qu'il aimait. Je suis resté silencieux. Je l'ai giflé, Nathan. Ma fille. Je ne l'avais jamais frappé de sa vie, mais en voyant ces images, il a étouffé un sanglot. Karen et moi l'avons mieux élevé que ça. Nous lui avons enseigné des valeurs, l'intégrité, le respect du mariage. La voir comme ça, voir ce qu'elle t'a fait, à toi et à ton mariage.
Elle n'est plus la bienvenue chez nous, pas maintenant. Peut-être plus jamais. Où est-elle maintenant, ai-je demandé. Nous l'avons déposée dans un motel au bord de la route, on a payé pour 3 nuits. C'est tout ce qu'on a pu supporter. Elle n'arrêtait pas de pleurer, de nous supplier de l'aider à réparer les choses, de t'appeler, de faire disparaître tout ça. Karen lui a dit, sa voix s'est durcie. Karen lui a dit qu'on ne pouvait pas réparer ça. Qu'elle avait fait ses choix et que maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Robert a raccroché. Je me suis assis dans le salon sombre, la maison silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge, marquant le temps dans ma nouvelle réalité. Au cours des 2 jours suivants, les retombées se sont accélérées comme une avalanche. Deuxième jour, les RH de Meridian Marketing ont terminé leur enquête avec une efficacité d'entreprise. Lauren et Greg ont tous deux été licenciés pour violation des politiques d'éthique de l'entreprise, utilisation abusive des ressources de l'entreprise et création d'un environnement de travail hostile. Les licenciements étaient pour faute grave, ce qui signifiait aucune indemnité de départ, aucune recommandation, et leur réputation professionnelle réduite à néant. Troisième jour, la demande de divorce de Michelle Holloway est devenue publique. Le père de Greg, un éminent homme d'affaires local, a appris le scandale par les ragots sur les réseaux sociaux. Sa réponse a été rapide et publique, un post Facebook reniant son fils. « Je n'ai pas élevé un homme qui détruit des familles », a-t-il écrit. Margaret m'a informé que Greg et Lauren avaient essayé de se contacter, mais que l'avocat de Michelle avait déposé une ordonnance restrictive empêchant toute communication entre Greg et l'autre femme. Ils étaient coupés l'un de l'autre. La liaison qui avait détruit leur vie ne pouvait même pas leur offrir un réconfort mutuel. La vie soigneusement orchestrée de Lauren sur les réseaux sociaux s'est évaporée. Les amis qui avaient célébré ses promotions et ses posts d'anniversaire l'ont bloqué. Son image de professionnelle prospère et ambitieuse s'est dissoute du jour au lendemain. J'ai observé tout cela de loin, détaché. Je n'ai ressenti aucune joie face à leur souffrance, mais aucun regret non plus. Juste un vide là où se trouvait autrefois mon mariage. 3 jours plus tard, j'ai trouvé une lettre manuscrite glissée sous ma porte. Je l'ai fixée pendant 3 jours avant de l'ouvrir finalement. Les mots à l'intérieur étaient désespérés, brisés. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé dans ma cheminée sans y répondre. 60 jours plus tard, le divorce a été prononcé. Lauren n'a pas contesté. Son avocat lui a conseillé que c'était inutile avec les preuves que possédait Margaret. J'ai conservé la maison, toutes les économies, les investissements, tout. Lauren n'a rien reçu à part les vêtements que j'avais mis dans des sacs dans le garage. Par des connaissances communes, j'ai appris la suite des événements pour Lauren. Elle avait quitté la ville discrètement, comme un criminel fuyant la scène de crime. Elle a déménagé à Kansas City en utilisant son nom de jeune fille. Elle ne parvenait à trouver du travail dans le marketing nulle part. Le scandale l'a suivie en ligne, devenant viral dans les cercles professionnels. Elle travaillait dans la vente au détail chez Target, vivant dans un studio, seule. La destruction de Greg Holloway a été plus complète. Le divorce de Michelle a été féroce et total. Elle a obtenu la garde exclusive de leurs 2 enfants, âgés de 8 et 6 ans, qui savaient maintenant que papa avait fait du mal à maman et avait brisé leur famille. Elle a obtenu la maison, une pension alimentaire agressive, et une pension alimentaire pour les enfants à titre punitif. Le père de Greg a mis à exécution son reniement public, a coupé les fonds fiduciaires, et l'a retiré de l'entreprise familiale. Greg avait fui à Portland pour essayer de repartir de zéro. J'ai entendu dire par la rumeur professionnelle qu'il travaillait dans une petite start-up technologique, gagnant le quart de son ancien salaire. Lauren et Greg ne se sont plus jamais recontactés. La liaison qui avait tout détruit entre eux s'est dissoute au moment où les vraies conséquences sont arrivées. Quoi qu'ils aient pensé avoir, ce n'était pas assez fort pour survivre aux ruines qu'ils avaient créées. J'ai vendu la maison, il y avait trop de souvenirs incrustés dans chaque mur, et j'ai déménagé à l'autre bout de la ville. J'ai acheté un petit appartement, moderne et propre, sans aucun fantôme dans les pièces. Un collègue m'a demandé comment j'allais, 6 mois plus tard. J'ai soigneusement réfléchi à la question. Je ne suis pas encore heureux, mais je ne suis plus détruit non plus. C'est suffisant pour l'instant, ai-je répondu honnêtement. J'ai commencé une thérapie. Pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre comment j'avais pu rater les signes, et comment pouvoir faire confiance à nouveau un jour. Le thérapeute m'a dit que la trahison est un choix que fait le traître, et non quelque chose que la personne trahie provoque. Je me suis réinscrit à ma salle de sport,
j'ai recommencé à lire, j'ai fait des escapades le week-end pour rendre visite à mon frère. De petits pas en avant. 10 mois après le divorce, je prenais un café quand une femme à la table voisine m'a souri. Je lui ai rendu son sourire, sincère mais prudent. Nous avons discuté pendant 20 minutes. Elle m'a donné son numéro. Je n'ai pas appelé immédiatement, mais j'ai gardé le numéro. Un matin, je me suis réveillé, j'ai fait du café et j'ai réalisé que pour la première fois en presque un an, je n'avais pas rêvé de Lorraine. Les cauchemars étaient terminés. J'étais enfin libre.